On est loin du compte. Et aujourd'hui, je ne vois pas quelle est l'urgence sociale, l'utilité sociale de ces OGM qui puisse justifier que l'on court-circuite des étapes d'évaluation et qu'on ne fasse pas une évaluation sérieuse de ces plantes, notamment sur l'aspect sanitaire, et qu'on prenne ainsi les citoyens pour des cobayes. Je crois que les élus en particulier se doivent d'être garants de la sécurité sanitaire des citoyens, et des élus qui, au regard de ces études insuffisantes, donnent l'aval pour autoriser de tels OGM, eh bien je crois qu'ils placent officiellement la santé publique à la remorque des intérêts financiers des firmes semencières. Et ça, là, je le dénonce haut et fort. Ce n'est pas l'anti-OGM ou le pro-OGM qui vous parle, ce n'est pas l'homme de gauche ou l'homme de droite, c'est simplement le chercheur ou le citoyen qui ne comprend pas que l'on puisse faire primer des intérêts financiers d'un groupuscule sur la santé publique du plus grand nombre. Faut-il faire confiance au comité d'éthique ? Comme problème éthique. Et disons, face à cette évolution-là, qu'est-ce qu'on met comme barrière à l'éthique, les comités d'éthique? C'est à se taper le cul par terre. Comité d'éthique, c'est vraiment le cache-misère, comme disait Castoriadis, d'une société qui est fondamentalement, qui n'a pas la moindre éthique. Ou bien alors, encore un peu plus de science peut-être ? Je crois qu'il y a une solution. Elle va venir de la science. Parce que la science résout tous les problèmes. La science fait des imperfections. Les technologies sont génératrices de problèmes environnementaux. C'est pas grave. Demain, la science viendra combler ces imperfections. Et à mon avis, les chercheurs vont nous dégoter des abeilles qui seront domptées, qui n'auront pas le droit d'aller dans le champ de certains producteurs de maïs OGM et qui vont venir remplacer les abeilles que la nature nous a offertes. Parce que ces abeilles, finalement, elles pollinisent gratuitement, elles font en sorte que les plantes se reproduisent gratuitement. Et ça, c'est un énorme délit dans nos sociétés mercantiles que de se reproduire gratuitement. C'est de la concurrence déloyale pour le semencier. Il va donc falloir que le semencier ait la main mise sur les abeilles. Et finalement, si la disparition des abeilles ici, c'est peut-être une aubaine pour le semencier, qui va nous offrir demain des abeilles donc, qui vont permettre de remplacer toutes celles qui habitent les ruches aujourd'hui. Je veux dire, enfin bon, c'est... Bon, je vais faire une boutade, mais on est dans cette logique. Mais il y a fort à parier que ce genre de proposition nous arrive bientôt. C'est-à-dire que finalement, on va nous proposer des abeilles, je sais pas, génétiquement modifiées, qui vont permettre de faire telle ou telle chose, ou qui vont résister à tel insecticide accumulé par la plante, je ne sais pas. Hein, mais on est toujours dans cette fuite en avant. Un jour, j'avais apporté la contradiction à un collègue du CNRS, dans un débat, mais je n'étais pas le contradicteur officiel. J'étais dans la, il n'y avait pas de contradicteur d'ailleurs, il faisait sa conférence. J'étais dans la salle avec des copains paysans. Et les copains paysans l'ont interpellé sur un certain nombre de points agricoles. Et puis moi, je suis interpellé un peu plus tard. Il a cru que j'étais aussi paysan. Et il nous avait parlé du saumon géant du Canada. Vous savez, ce saumon dont on a bidouillé le gène d'hormone de croissance pour qu'il devienne plus gros, qu'il grossisse plus vite. Et je lui dis, mais imaginons que c'est des poissons qui sont faits pour la pisciculture. Une marée violente, ça arrive tout le temps, les cages qui explosent, des poissons s'échappent. Quelques poissons s'échappent. Ces poissons font 5 ou 6 fois la taille du poisson normal. Ils deviennent des prédateurs qui n'y étaient pas. Donc ils vont porter atteinte à la biodiversité locale. Tant qu'ils sont que 3 ou 4, c'est pas grave. Mais comme ils sont beaucoup plus gros, qu'ils sont aussi plus agressifs, ils vont donc eux-mêmes lutter contre leurs propres prédateurs, et finalement, ils vont se reproduire plus facilement, ils vont avoir un avantage sélectif sur leurs congénères qui sont plus petits, et donc très vite, il n'y aura plus que des gros, avantage sélectif. Et il me répond, oui, vous avez raison, ça peut être un problème, mais on peut très bien imaginer des saumons géants qui, dès qu'ils s'échappent, deviennent stériles. Alors je lui ai dit, il va falloir m'expliquer parce qu'il y a quelque chose, des techniques qui ont dû m'échapper et j'aimerais les enseigner à mes étudiants. Peut-être que les poissons sont attachés dans la cage par les testicules et quand ils se barrent, les testicules restent dedans. Je ne sais pas, mais il faudra m'expliquer. Vous voyez, c'est la fameuse fuite en avant. Tout comme pour les porcs, on nous dit les porcs polluent. Hein, en fait, ce n'est pas le porc qui pollue, hein, c'est le mode d'élevage. Si on met 200 porcs sur 50 mètres carrés d'une dalle de béton, ça pollue. Si on met 50 porcs sur 200 mètres carrés de lit de paille, ça pollue moins. Dans un champ, ça pollue encore moins. Eh bien, au lieu de remettre en question l'élevage du porc, on nous propose des porcs OGM, on va nous proposer des porcs OGM, ça fait partie des projets qui sont déjà en œuvre, hein, qui sécrètent dans leur salive une enzyme qui va permettre de dégrader l'acide phytique, et donc de faire en sorte que le phosphore devienne digestible par les porcs, et donc ne soit plus relargué dans le sol. Voilà, vous voyez, toujours cette fuite en avant, la science va tout résoudre. Tout ça pour dire qu'avec les abeilles, à mon avis,
Il y aura sûrement une solution, il faut qu'on arrête de s'inquiéter. Faisons simplement confiance au monde de la recherche. Allons simplement mettre un cierge tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches, en pensant à ces grands chercheurs qui vont nous sortir de la panade et qui vont nous trouver des solutions. Des abeilles transgéniques. Elles sont peut-être déjà en gestation dans les laboratoires des grands délinquants chimériques. Mais il y a fort à parier qu'il leur sera plus facile de créer un pommier transgénique en autopollinisation qu'une abeille transgénique résistante, car il faudrait qu'elle soit blindée, résistante aux insecticides, aux fongicides, aux herbicides, résistante à la pollution des eaux, à la pollution électromagnétique, résistante à la raréfaction des sources naturelles de pollen, aux frelons asiatiques, aux perturbations climatologiques et à la bêtise humaine. L'abeille est dépendante de son environnement à 100%. Et donc, tout ce qu'elle a besoin, en termes de nourriture, en termes de soins pour elle, comme la propolis, c'est une résine qu'elle va chercher sur les arbres, comme le miel, bien entendu, comme la protéine qu'elle va chercher extérieure. Elle est obligée d'aller chercher tout ça à l'extérieur. Dès qu'un de ces produits qu'elle va chercher est contaminé, elle le ramène automatiquement au cœur même de son ensemble, de sa vie, en fait, de sa grappe, au cœur même de la colonie. Bien entendu, ça donne à l'abeille une énorme fragilité. Mais l'abeille, par ailleurs, a un système de détoxification de ces molécules. C'est-à-dire qu'elle va prendre des molécules chimiques et si elle a un principe naturel où elle va arriver à dégrader ces molécules. Si l'abeille est en bonne santé, cette dégradation est exceptionnelle. Donc, vous voyez tout de suite les conséquences. Les chercheurs, quelques semaines après, quelques mois, qui vont faire des analyses, vont retrouver que des traces de ces molécules. Ces molécules se dégradent en ce qu'on appelle des métabolites, donc il faut déjà qu'ils le recherchent, souvent ils ne le recherchent pas. L'imidaclopride a 6 métabolites différents, dont 2 qui sont extrêmement dangereux pour la santé, il faut le dire, mais les scientifiques le savent. Donc l'abeille va détoxifier, d'accord ? Donc une partie de ces molécules va se transformer. Mais si l'abeille était déjà en problème par rapport à son état sanitaire, en manque de nourriture, en manque de protéines, si elle a déjà des faiblesses, automatiquement ces molécules chimiques vont agir beaucoup plus dangereusement sur elle. Alors là, il y a tout un vaste champ de travail, il y a tout d'investigation à faire. Il faut aller beaucoup plus loin qu'on ne peut le faire. Malheureusement, il faudrait d'énormes moyens, il faudrait beaucoup de gens, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. C'est vrai que les choses se font et qu'on arrive à trouver, ça a été fait pour le D6, la deltamétrine, mais ça remonte à plus de 20 ans, l'interconnexion entre le produit en lui-même, la molécule qui est émise, qui est un insecticide, avec certains virus. On s'est aperçu in vitro, alors, en labo, que le virus est exponentialisé par la molécule, par exemple. Toutes les conditions chimiques à ce moment-là sont très, très subtiles. Ouais. Il se passe pas mal de choses. Il catalyse, peut-être pas, mais il vectorise plus ou moins certains systèmes, certains virus qu'il y a dans l'abeille. Ou certains virus qui sont, alors ça on en est sûr aussi, qui sont amenés par les parasites de l'abeille et qui sont non pathogènes pour le parasite, je pense au varroa par exemple, qui a des virus qui lui sont propres, qui sont non pathogènes pour lui, mais qui deviennent pathogènes pour l'abeille. Là, il y a un jeu avec les molécules chimiques, il y a des effets de vectorisation ou d'exponentialisation qui sont faits, c'est sûr. Mais quelques-uns ont été démontrés de ces jeux, de ces interconnexions chimiques des molécules, mais on est loin de tout savoir et il y a encore beaucoup. Là, il faudrait vraiment de grosses équipes scientifiques pour travailler là-dessus parce qu'il se passe réellement des choses que l'on a pu vérifier d'une manière très sporadique et sur certaines molécules, mais très anciennes maintenant, et pas sur les molécules modernes. Ça n'a pas encore été fait. Je pense que si vous mettez vos ruches à côté d'une décharge à l'heure actuelle ou de ce qu'on appelle les fameux incinérateurs, là, vous allez retrouver de la dioxine. Ah oui, j'en ai pas parlé. Mais depuis quelques années, on retrouve de plus en plus dans les abeilles du plomb et du cadmium. Avant, c'était très rare. Maintenant, c'est tous les ans. Donc, ces minéraux lourds dans le corps des abeilles, vous n'allez pas me dire que ça va leur faire du bien, je veux dire.